Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Canada med C, ou en français Canada avec un C. Mon nom est Annika Vakines, je suis la gestionnaire des projets de la Fondation Konrad Adenauer au Canada. Cet épisode, nous allons nous intéresser plus près à la province du Québec. La province du Québec est située dans la partie est du Canada, entre l'Ontario et les provinces de l'Atlantique. Le Québec partage sa frontière sud avec les États-Unis et traversé par le fleuve Saint-Laurent qui relie les grands lacs à l'océan Atlantique. Constituant près d'un sixième de la superficie totale du Canada, le Québec est la plus grande des 10 provinces du Canada en termes de superficie et se classe deuxième derrière l'Ontario en termes de population. La capitale du Québec est la ville de Québec et sa métropole est Montréal. La langue officielle de la province est le français. La culture politique des Québécois diffère davantage entre nationalistes et fédéralistes contre la gauche et la droite. Les débats sur les statuts particuliers du Québec et l'indépendance de la province jouent un rôle important en politique. Le statut politique du Québec est défini dans la Constitution canadienne. Le Québec, avec son propre Parlement, a le pouvoir de légiférer dans plusieurs domaines de juridiction exclusive, dans l'administration de la justice, la santé, l'éducation et le droit. Le nationalisme québécois est également l'idée centrale du mouvement pour l'indépendance du Québec. Le nationalisme québécois est un sentiment et une doctrine politique qui accorde de la priorité à l'appartenance culturelle, la défense des intérêts et la reconnaissance de la légitimité politique de la nation québécoise. La cohésion et la spécificité de la société québécoise reposent sur 3 documents statutaires uniques. La Charte québécoise des droits et liberté de la personne, la Charte de la langue française et le Code civil du Québec. Après cette brève introduction, je voudrais vous présenter l'expert du jour, professeur Mireille Lalancette, qui a gracieusement accepté de participer à cet épisode. Professeur Lalancette est professeur titulaire en communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses intérêts de recherche incluent la communication politique, les réseaux sociaux, les représentations et les discours médiatiques avec un accent particulier sur l'argumentation. Elle est co-auteure de l'ouvrage ABC de l'argumentation pour les professionnels de la santé ou toute autre personne qui souhaite convaincre, et elle a dirigé le collectif What's Trending in Canadian Politics, Understanding Transformations in Power, Media and the Public Sphere. Professeur Lalancette a également publié plusieurs articles et des chapitres de livres à propos de l'image politique, du traitement médiatique des candidats masculins et féminins ainsi que sur l'utilisation des médias sociaux par les politiciens. Elle a notamment publié dans les collectifs Political Communication in Canada, Meet the Press and Tweet the Rest et Permanent Campaigning in Canada. Ses travaux ont également été publiés dans des revues scientifiques canadiennes et internationales. Elle mène actuellement des recherches sur la politique numérique avec des chercheurs canadiens et américains. L'entrevue d'aujourd'hui sera menée par Alexis Legauvin, administrateur comptable de la Fondation Konrad Adenauer au Canada. Alexis, à toi. Merci Annika et bonjour professeur Lalancette. Pouvez-vous nous parler brièvement de l'histoire du Québec et quels événements ont façonné son histoire? Et peut-être pourriez-vous nous parler de la signification historique du message « Je me souviens » sur les plaques d'immatriculation du Québec? Oui, résumer l'histoire du Québec en quelques instants est toujours un défi, mais je dirais qu'en gros, il y avait avant nous, bien entendu, les Autochtones qui étaient là, et donc après ça, les Anglais sont venus coloniser le Québec, et il y a eu des batailles avec les Français, les Anglais ont gagné. C'est la célèbre bataille, un élément clé, c'est la célèbre bataille des Plaines d'Abraham avec Wolfe et Montcalm, qui a amené à la capitulation des Français et ensuite à toute une série d'éléments qui ont marqué, je dirais qu'un des éléments clés, vu qu'on parle du Québec, c'est de dire ce qui est marquant, c'est la relation entre les anglophones et les nations anglophones et francophones.
qui a marqué l'histoire notamment du Québec. Et puis, de là, toujours une rivalité entre le Québec d'antan, où il y avait des agriculteurs, il y avait des anglophones qui avaient des usines, etc., vers le Québec moderne, où les francophones cherchent toujours à défendre leur langue et à travailler, à faire en sorte que l'identité québécoise, par sa culture et à sa langue, reste très marquante. Je dirais que la devise « Je me souviens » est une devise qui veut juste se dire « Je me souviens de mon histoire, je sais d'où je viens ». Et c'est pas plus sorcier que ça, c'est de se souvenir d'où on vient, de se souvenir de l'histoire du Québec. D'accord, merci beaucoup. En 2006, la Chambre des communes a adopté la motion proposée par le Premier ministre canadien de l'époque, Stephen Harper, que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. Donc, quelle était la portée de cette reconnaissance et quelles en sont les conséquences? La portée a été une portée symbolique surtout. C'était de reconnaître que le Québec était une nation unique dans un Canada complexe et multiculturel, mais qu'on reconnaissait la nation. C'était aussi un geste politique de façon à s'attirer les votes des Québécois et de montrer qu'il y avait une main tendue d'une sorte de fédéralisme d'ouverture de la part de Stephen Harper. À part cette dimension symbolique qui a été reconnue à l'Assemblée nationale, il n'y a pas nécessairement eu de conséquences plus vastes que ça, là, qui ont mené à plus de politique et tout ça. C'est vraiment un geste politique de la part de Stephen Harper pour montrer qu'il reconnaissait que le Québec que la nation québécoise était différente et qu'elle devait être reconnue. D'accord. Le Québec possède un haut niveau d'autonomie dans de nombreux domaines, la collecte des impôts avec Revenu Québec, des programmes spécifiques d'immigration, 33 bureaux de représentation dans 18 pays différents. Est-ce que cela fait du Québec une province canadienne à part, une sorte de pays dans un pays? Je dirais que c'est un peu le désir de toutes ces mesures-là de la part des Québécois, de faire en sorte qu'il y a déjà une forme d'indépendance si le Québec devenait indépendant, qui montre aussi qu'il y a toute une série de champs de compétences qui sont provinciaux, qu'on veut gérer nous-mêmes. Donc, le rapport d'impôt, toute une série de compétences reliées à l'éducation, reliées à l'agriculture, reliées aussi à la santé. Donc, il y a des champs de compétences qui sont partagés, mais qui font en sorte que le Québec a quand même celui qui va décider aussi de façon plus indépendante. Le Québec gère aussi qui sont les immigrants qui vont venir au Québec et peut en sélectionner une partie. Donc oui, on peut dire que le Québec est un élément à part du Canada et que son identité, par son histoire, par sa langue, par son désir de se démarquer, de faire les choses indépendamment, le place dans une situation différente par rapport aux autres provinces, ou ce qu'on va appeler dans le jargon le Rest of Canada, le ROC. D'accord. Je reviens à l'histoire. La seconde moitié du XXe siècle a été riche en changements pour le Québec. On a vu la Révolution tranquille, l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Quelle place occupe le souverainisme dans la vie politique au Québec? Est-ce que c'est toujours un sujet d'actualité après les deux référendums à la fois de 1980 et 1995? La question de la souveraineté ou de l'indépendance reste un élément clé qui définit l'identité québécoise. Donc, c'est-à-dire qu'au Québec, c'est pas tant la gauche ou la droite ou au Canada qui va venir définir nos positions politiques, mais plutôt le fait d'être souverainiste ou de ne pas l'être. Donc, il y a toute cette question de souverainisme qui est encore là. Il y a encore des partis qui portent cet idéal-là, cette question-là au Québec, le Parti québécois, Québec solidaire. Et puis, je dirais qu'au-delà même des partis politiques qui parlent de la souveraineté, il y a la majeure partie des Québécois qui vont être nationalistes. Donc, ils vont croire à la nation québécoise, à son importance, sans pour autant être souverainistes. Donc, qui vont croire que le Québec et les Québécois sont distincts et ont un rôle différent à jouer, qu'ils ont une identité distincte
culturellement, par la langue et autres. Ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à faire la souveraineté, parce qu'on sait que les statistiques pour la souveraineté sont, somme toute, encore, n'ont pas augmenté. Ça reste stable. Donc, il reste une série de gens qui vont être indépendantistes, souverainistes ou nationalistes au Québec. Là, c'est un des éléments marquants de l'identité québécoise. Existe-t-il, à votre connaissance, d'autres mouvements autonomistes ailleurs au Canada? Et si oui, quelles sont leurs revendications? Je dirais que ce qui se brasse actuellement, c'est beaucoup ce qui se passe en Alberta, donc une des provinces des prairies. Il existe là-bas des gens qui s'appellent les Mavericks, qui sont dans la lignée de toute une série de revendications de gens notamment qui croient que la péréquation n'est pas favorable à l'Alberta, que l'Alberta donne beaucoup d'argent pour faire vivre les autres provinces, parce que l'Alberta reste une province riche. Je dirais que s'il y a une province qui risque de faire la souveraineté ou l'indépendance au Canada, c'est plus l'Alberta que le Québec actuellement. Les Albertains sont très fâchés. Ils ont un référendum actuellement sur la péréquation. Ils n'ont pas l'impression d'être entendus à l'intérieur du Canada. Ils ont élu aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas au gouvernement. Là. Ils viennent tout juste d'élire des libéraux dans la province. Mais lors des deux dernières élections avec Trudeau, ils n'avaient que des députés conservateurs quasiment. Donc ça fait en sorte qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir ce qu'on appelle un siège à la table, un seat at the table, et c'est eux là, qui risquent peut-être de donner une leçon au Québec pour qu'est-ce qu'il en est d'une forme d'indépendance ou d'autonomisation de leur politique. Là. C'est à surveiller. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de la loi 21 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 2019? Donc, quel est son champ d'application et quel est le public concerné? Et quelles ont été aussi les réactions à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Québec? La loi 21 est une loi qui a fait beaucoup parler d'elle, autant au Québec qu'à l'extérieur du Canada. La loi 21, c'est la loi sur la laïcité de l'État. Donc, il dit que les gens qui travaillent dans les organismes gouvernementaux ne devraient pas montrer leurs affiliations religieuses, peu importe leur provenance. Donc, c'est une loi qui interdit le port de signes religieux à l'intérieur des bureaux gouvernementaux, à l'intérieur aussi des écoles qui sont gérées par l'État. Qui en est l'objet? Donc, c'est toute une série de gens qui pratiquent des religions où on a des signes religieux apparents. Par contre, donc c'est tous ceux qui vont entrer au gouvernement sous cette loi-là. Il y a une clause, ce qu'on appelle grand-père, là, une clause qui fait en sorte que si, par exemple, on était une enseignante dans une école secondaire qui portait le voile au moment de son embauche dans cette commission scolaire-là ou dans ce regroupement scolaire-là, on appelle plus ça des commissions scolaires, on appelle ça des centres de services scolaires, elle peut garder son voile. Par contre, si elle change de travail, elle va devoir se dévoiler et enlever son voile, ou idem pour tous les autres signes religieux. Ça n'affecte pas les juges, mais ça affecte tous les autres personnes qui travaillent pour des organismes qui font gouvernementaux où on a des contacts avec le public notamment. Comment ça a été reçu? Je dirais qu'une bonne partie de la population québécoise, selon les sondages, est d'accord avec cette loi-là, préfère une forme de laïcité, préfère que les signes religieux ils réagissent assez fortement aux signes religieux, peu importe d'où ils proviennent et quelle en est la religion. Par contre, ça a fait quand même beaucoup sourciller les groupes féministes, tous ceux aussi qui sont les garants de la Charte des droits et libertés, parce que ça va un peu à l'encontre de la Charte des droits et libertés canadienne qui chapeaute l'ensemble de ce qui se passe au Canada. Par contre, ils ont réussi à la formuler pour qu'elle ne soit pas enchâssée à l'intérieur de cette loi-là, donc de faire fi un peu de la Charte des droits et libertés. Ça a été très mal reçu de la part du Canada anglais. On en parle à chaque élection. On pose des questions dans les débats. Si vous avez suivi les derniers débats électoraux, à cette question-là, sur est-ce qu'on va encourager les gens à faire des poursuites pour faire en sorte que cette loi-là n'existe pas. Donc, je dirais qu'il s'oppose là l'idée d'une
d'un multiculturalisme d'ouverture où on accepte tout le monde, un peu comme en Angleterre, où on va voir des gens conduire des autobus de la ville avec des voiles ou avec des turbans, par exemple, versus l'idée plus européenne ou plus française d'une laïcité de l'État et des espaces publics où les signes religieux les signes et les religieux et les religions qui y sont reliés vont être vécus dans la vie privée. Donc, c'est ça qui vient influencer tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai l'impression que certaines personnes qui sont pour le multiculturalisme d'ouverture ne comprennent pas cette loi-là et en sont contre cette loi-là et vont tout faire pour que cette loi-là vive le moins longtemps possible dans ce contexte-là. Merci. Est-ce que vous remarquez des différences dans la vie politique au Québec, donc au niveau provincial par rapport au Canada au niveau fédéral? Est-ce que le Québec peut être considéré comme la province qui possède la balance du pouvoir et donc incontournable pour les élections fédérales? Je dirais qu'il y a des différences marquées dans la façon dont les Québécois vont vivre leur relation avec le Canada, autant dans le quotidien que dans la réalité. Donc, par exemple, quand les Québécois vont voyager en Europe, les gens vont leur dire « Mais vous êtes Canadien? » Non, les gens vont répondre « On est Québécois. » Donc, l'identité est d'abord québécoise avant d'être une identité canadienne, même une identité canadienne-française. Donc, il y a cet élément-là. Les gens vont vivre beaucoup en français avec ce qui se passe au Québec et ce faisant peu savoir ce qui se passe dans le reste du Canada ou même ne jamais avoir visité Ottawa, par exemple, pour certaines personnes. Pourtant, c'est tout près du Québec, de Montréal, par exemple. Donc, il y a cet élément-là qui est important. Le Québec est parmi les 2 provinces les plus populeuses du Canada, où il y a le plus d'élus. Donc, du point de vue fédéral, elle peut avoir la balance de pouvoir, comme ça a été le cas longtemps avec le Bloc québécois, qui s'est trouvé à plusieurs reprises à être l'opposition officielle à Ottawa. Donc, ça a marqué aussi la manière dont le fédéralisme canadien a été vu et vécu. Il y a plusieurs ouvrages là-dessus, dont celui de Chantal Hébert, qui est une analyste politique très connue ici au Québec, s'il y en a qui veulent réfléchir à ça, sur les impacts du Bloc québécois à Ottawa. Donc, c'est sûr que les politiciens canadiens vont courtiser le Québec pour faire en sorte que les Québécois votent pour leur parti, non nécessairement pour le Bloc québécois, qui est un parti uniquement relié à ce qui se passe au Québec. Donc, il y a cet élément-là qui est un élément clé et la manière dont les Québécois vivent le parlementarisme canadien influence aussi les décisions qui vont être prises à Ottawa de concert avec les autres collègues. Le Québec est parfois vu comme une province canadienne avec des politiques sociales très fortes. Et on parle souvent des gardes d'enfants subventionnés, des congés parentaux plus généreux au Québec. Est-ce que cela a donné la mesure pour le reste du Canada? Dans certains cas, quand moi je voyage à travers le Canada, il y a beaucoup une jalousie de nos programmes sociaux. Une jalousie de savoir qu'on a les garderies à 7 $, qu'on a un programme de congés parentaux et non juste de congés de maternité, qui ont été inspirés, qui ont inspiré d'autres provinces. C'est le cas en Alberta, c'est le cas aussi en Ontario, où il y a aussi tout un principe d'égalité des sexes qui se trouve à être là. Donc, c'est pas juste un congé pour la mère, c'est un congé pour les parents et le père peut aussi prendre une partie du congé selon les règles du programme. Les garderies à 5 $ ou à 7 $ ont tellement influencé que juste avant les élections, Justin Trudeau signait une entente pour faire en sorte qu'il y aurait des garderies similaires partout au Canada et qui ferait un transfert pour le Québec du montant équivalent pour subventionner les garderies et l'augmentation des places en garderie. Ce qui est intéressant avec ces programmes-là, c'est que ça permet effectivement de donner la possibilité aux gens et aux familles d'avoir des enfants et dans certains cas d'en avoir plusieurs sans s'endetter complètement pour que les enfants aient à la garderie ou à la prématernelle, ce qui peut coûter très cher. Alors, en Ontario, si on s'en va dans une école Montessori ou dans une garderie du genre, on peut aller chercher 9, 10, même 20 000 $ par année, ce qui peut être l'équivalent du salaire net d'un des 2 conjoints là, une fois qu'on a enlevé les impôts. Donc, pourquoi la femme retournait travailler si ça coûte si cher
d'envoyer son enfant à la garderie. Donc, ça amène cette possibilité-là que les femmes retournent rapidement sur le marché du travail, qu'elles y restent parce qu'elles savent que leurs enfants sont dans des programmes qui sont avantageux pour eux, qui leur permettent d'apprendre et de faire une transition vers l'école de manière très intéressante et qui donne beaucoup de connaissances aux enfants. Et ça permet aussi, dans certains cas, aux couples, les congés parentaux et les places en garderie, d'avoir plusieurs enfants. Donc, on a vu dans beaucoup de cas des familles du Québec qui avaient 3 enfants, qui se sont permis d'avoir un 3e enfant, vu les congés parentaux et vu le filet social qu'entoure la famille au Québec. Donc, ça peut être intéressant, notamment pour la décroissance démographique qu'on vit actuellement au Québec. La langue française est indissociable du Québec. La charte de la langue française adoptée en 1977, donc la loi 101, a fait du français la seule langue officielle du Québec, tout en garantissant les droits des minorités linguistiques anglophones et autochtones. Le bilinguisme a été au centre des priorités lors des dernières élections fédérales de 2021. Quel bilan peut-on tirer après plusieurs décennies de mesures prises pour protéger la langue française? Je dirais qu'on s'inquiète toujours de la langue française compte tenu du fait que par rapport à l'Europe ou à la France, on est une province où il y a beaucoup moins de gens. On est aussi tout près des États-Unis, baigné dans le reste du Canada qui est anglophone, de culture anglophone. Je dirais que la langue française se porte quand même bien, même si on voudrait que les jeunes, les étudiants la parlent mieux, la cultivent mieux, qu'ils soient plus fiers d'en parler. Il y a aussi cet intérêt pour la cultiver et de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement là, de contamination, si je peux me permettre le terme, ou de cannibalisation de l'anglais, notamment dans l'affichage, dans l'enseignement. La loi 101 visait aussi à faire en sorte qu'il y ait des gens qui étudient en français, donc les immigrants doivent être socialisés en français. Il y a toute une série de gens au Québec d'immigrants qui sont les purs fruits de la loi 101, qui parlent un français impeccable, mais qui vont parler à la maison anglais, polonais, toute une série de langues qui proviennent de l'Inde, par exemple. L'humoriste Sugar Sammy se réclame d'être un enfant de la loi 101 qui a pu apprendre le français grâce à ça. Donc, il y a ça. Mais ces batailles linguistiques sont là depuis des années. J'ai justement sous la main le livre d'une doctorante qui a fait sa thèse là-dessus, qui vient d'être tout juste sortie des presses et qui vient d'être publiée, qui parle de ces batailles linguistiques-là et qui démontre que, dépendamment de la manière dont on voit la langue anglaise comme un outil de travail, comme étant un élément culturel, mais la bataille pour s'emparer ou pas du français, pour enseigner l'anglais, puis pour réfléchir au rôle du français dans la société, va être plus ou moins forte ou non. Donc, il y a la question de la langue d'affichage, il y a la langue de travail, il y a l'idée d'être servi en français, et il y en a qui réagissent encore très fortement à l'usage de la langue anglaise, dépendamment de leur vision. Est-ce que l'anglais est seulement un outil de communication ou c'est un outil culturel, de domination culturelle de la part des anglophones? Donc, c'est ça qui est au cœur de ces batailles-là, si je résume en quelques mots, là, et qui fait en sorte que on va avoir encore beaucoup au Québec des défenseurs de la langue française. Et si je peux me permettre un commentaire éditorial, c'est qu'il peut y avoir encore beaucoup de travail qui va être fait sur aimer sa langue, la cultiver, bien la parler. Donc, au-delà de la protéger, il faudrait aussi apprendre à tout le monde à mieux l'aimer, à savoir bien la parler, à savoir connaître son patrimoine culturel, à connaître les auteurs, à savoir être en amour avec cette langue-là et avec toutes ces richesses et ces nuances-là, sans pour autant voir que apprendre d'autres langues soit en contraste ou en compétition avec celle-là. On pourrait voir tout ça comme étant le fruit d'un métissage culturel qui peut nous aider à mieux comprendre la société, les cultures et comment le monde fonctionne. Comment est-ce que les intérêts du Québec sont représentés au niveau fédéral? Est-ce que cela affecte les relations entre le Québec et les autres provinces canadiennes? Je dirais que les intérêts du Québec sont défendus par tous les députés québécois qui sont au Parlement à Ottawa.
Donc, on a tous ces gens-là qui sont élus de différents partis, mais qui vont défendre les intérêts du Québec au-delà de leurs affiliations partisanes. Donc, ils vont défendre ce qui se passe en agriculture, ce qui se passe du point de vue de l'environnement, ce qui va se passer du point de vue culturel, le financement, par exemple, d'une loi qui taxerait les entreprises de médias sociaux ou Netflix pour faire en sorte de les obliger à donner des sous pour le contenu des productions québécoises ou des productions canadiennes, bien défendre les intérêts là, de la culture québécoise et tout ça. Donc, je dirais que les plus... ceux qui vont vouloir, avec encore plus d'âpreté, défendre les intérêts du Québec, ce seront les gens du Bloc québécois qui sont à Ottawa pour le Québec seulement et dans un parti québécois. Mais je dirais que tous les élus sont d'abord et avant tout des Québécois qui ont à cœur ce qui se passe ici au Québec et vont défendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt ce qui se passe à l'intérieur de la province et en lien avec les champs de compétences à Ottawa et de savoir comment faire en sorte que le Québec trouve sa place à l'intérieur du Canada, bien entendu. Merci beaucoup, professeur Lalancette, pour ces réponses très, très détaillées et très complètes sur le Québec. Et cela conclut donc notre épisode sur le Québec. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Nous sommes déjà à la fin de notre épisode sur le Québec. Merci d'être resté à l'écoute. Le Canada est vraiment un pays fascinant et nous travaillons dur pour produire un bon nombre d'autres épisodes passionnants. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Canada et le travail de la Fondation Konrad Adenauer au Canada, jetez un œil à nos publications et aux autres épisodes de Canada Médecins sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Merci et à la prochaine!